Bienvenue pour cette dernière vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du concept de limite de fonction. Alors, pour commencer, je vais vous parler de l'idée de base et je vais illustrer ce concept donc avec un exemple. Ici, je considère deux fonctions, f1 et f2, qui sont quasiment les mêmes, sauf en un point. Donc la première fonction, f1, c'est 2x. Et la deuxième fonction, c'est 2x carré moins 6x divisé par x moins 3. Et vous remarquerez que du coup, le domaine de définition de f2, c'est r sauf 3. Donc 3 n'est pas dans le domaine de définition, et donc cette fonction f2 n'est pas définie en 3. En dessous, vous avez les graphes de ces deux fonctions, et vous remarquerez que pour f2, il y a un petit cercle à la coordonnée 3, 6, et bien c'est pour illustrer le fait qu'il n'y a pas d'image pour 3 pour la fonction f2. Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de limite? Au fond, il s'agit de comprendre quel est le comportement d'une fonction lorsque des valeurs x s'approchent, alors ici en l'occurrence de 3. Donc, quelles sont les valeurs de f de x lorsque x s'approche de 3? Alors, bien que ces deux fonctions f1 et f2 soient complètement différentes en 3, l'une est définie en 3 et l'autre ne l'est pas, lorsque je pose la question des valeurs de f1 de x ou f2 de x lorsque x s'approche de 3, eh bien, comme vous pouvez le voir dans la petite animation, au fond, c'est le même résultat qu'on a pour les deux fonctions. C'est-à-dire qu'à mesure que x s'approche de 3, pour f1 ou pour f2, eh bien, ces valeurs, f1 de x et f2 de x, s'approchent de 6. Alors, dans les deux cas, on écrit que la limite lorsque x tend vers 3 de f1 de x ou de f2 de x est égale à 6. Alors, comme je le disais, le fait d'avoir 3 dans le domaine de définition ou non n'est pas important pour le concept de limite. On ne s'intéresse pas au comportement en 3 de ces fonctions, mais autour de 3. Ici, vous avez une troisième fonction qui est définie aussi, elle, pour tout r, comme la première, sauf qu'en 3, elle vaut 4. C'est une fonction définie par morceaux, et elle présente une discontinuité en 3. Alors, vous voyez encore une fois l'animation qui montre clairement que dans les deux cas, pour ces deux fonctions, la limite lorsque x tend vers 3 pour f2 de x ou pour f3 de x, c'est 6. Alors, c'est vraiment une notion fondamentale, évidemment, la notion de limite de fonction, et un point très très important à comprendre, c'est que lorsqu'on écrit limite lorsque x tend vers a de f de x, il ne s'agit pas de déterminer f de a. Il ne s'agit pas de déterminer l'image de a par f. Mais il s'agit plutôt de savoir si les valeurs f de x s'approchent d'un nombre, disons L, qui sera la limite, à mesure que x s'approche de a. Et donc, en d'autres termes, on s'intéresse aux valeurs de f de x pour des x qui sont dans un voisinage de a. Alors, qu'est-ce qu'un voisinage? Eh bien, un voisinage, c'est un intervalle ouvert qui contient a en son centre et dont la longueur est 2 delta pour un certain delta plus grand que 0. Alors, ce delta peut être petit ou grand. Un voisinage, donc, c'est simplement cet intervalle ouvert. Et dans certaines références, vous verrez qu'on parle d'un voisinage comme étant un ensemble qui contient ce type d'intervalle. Dans ce cours, on simplifiera les choses et je dirais simplement qu'un voisinage de A, c'est un intervalle de ce type-là. Alors, dans le tableau en dessous, vous voyez que j'ai calculé quelques valeurs dans un voisinage de 3. 3 ici, ça correspond à A. Et vous voyez que pour les trois fonctions, à mesure que je prends des valeurs proches de 3, en dessus ou en dessous, eh bien, je m'approche de 6. Que la fonction soit définie en 3 pour f1 et f3, ou indéfinie en 3 pour f2.
Alors, en général, le comportement de f, lorsque x s'approche de a par la gauche ou par la droite, peut différer, contrairement aux exemples qu'on a vus précédemment. Et ici, vous avez un exemple. Pour la fonction ici qui est définie par morceau, et qui vaut moins 3 pour tous les x plus petits ou égal à 3, et qui vaut 2 pour tous les x strictement plus grands que 3. Et bien là, j'imagine que vous pouvez voir, ou vous imaginez, que la limite, lorsque x tend vers 3 par valeur inférieure à 3, donc à gauche, eh bien cette limite sera égale à moins 3. Et la limite lorsque x tend vers 3, mais par valeur supérieure, donc par la droite de f de x, eh bien ce sera 2. Donc on a une limite à gauche et une limite à droite qui diffèrent ici en 3. Alors, dans ce cas, on a les notations suivantes. Limite lorsque x tend vers 3 moins pour indiquer qu'on tend vers 3 par valeur inférieure. Ici, la limite par valeur inférieure, c'est moins 3. Et la limite par valeur supérieure à 3 de f de x, eh bien, c'est 2. Et ça se note avec ce petit 3, un peu, pardon, par ce petit plus en puissance à côté du 3. Alors, dans ce cas, on a une limite à gauche, on a une limite à droite, elles sont différentes. Donc, la limite, lorsque x tend vers 3 de f de x, n'existe pas. Et en fait, le concept de limite, au fond, le lien avec les limites à gauche et à droite, c'est que la limite existe si elle est la même à gauche et à droite. Comme pour les fonctions f1, f2 et f3. Alors, jusqu'à présent, on s'est contenté de définitions visuelles, disons, de la limite, avec des exemples. Vous vous doutez bien qu'il y a une définition formelle qui existe. Et la définition formelle, la voici. Elle est plus complexe, comme vous pouvez le voir. Et encore une fois, je n'ai pas l'intention d'insister sur cette définition ou de travailler à proprement parler avec dans ce cours. Je vous la donne là pour votre culture. Donc, f de x tend vers une limite L lorsque x tend vers A, lorsque, eh bien, ce qui est écrit là. Et lorsque c'est le cas, on écrit limite lorsque x tend vers A de f de x égale à L. Alors, on peut aussi adapter cette définition au cas où la limite n'est pas un nombre L, mais est plus ou moins l'infini. Ça change un petit peu la définition formelle, elle est ici. Lorsque ceci est vérifié, eh bien, on écrit que la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à plus l'infini, ou moins l'infini, mais là, il faut encore un peu modifier ce que j'ai écrit là. Je vous laisse l'imaginer, mais de toute façon, je n'ai pas l'intention d'insister sur ces aspects formels. Je vous les montre pour votre culture, comme je l'ai dit avant, mais aussi pour vous montrer à quel point elles peuvent être difficiles à manipuler pour calculer des limites. Et ce n'est pas du tout l'intention du cours. Et donc, encore une fois, on va utiliser des théorèmes pour nous aider à les calculer sans passer par ces définitions formelles. Mais évidemment, ces théorèmes reposent sur ces définitions formelles, d'où leur importance aux définitions. Alors, un premier théorème que je vais mentionner, en fait, en vrai, il n'y en aura qu'un. L'autre, ce sera une petite modification de ce théorème. C'est le théorème que je vais appeler d'identification des limites. Au fond, on l'a déjà utilisé, mais voici la formulation exacte. On se donne deux fonctions et un point A dans R. Et alors, on suppose d'une part que la limite lorsque x tend vers A de g de x est égale à L, un certain L. Et on suppose qu'il existe un voisinage de A, donc c'est ce qui est dénoté ici par VA, tel que pour tous les points x dans ce voisinage sauf A, eh bien, on a que f de x est égal à g de x. Ça, c'est la deuxième condition. Donc, on est en train de dire que ces deux fonctions, f et g, sont les mêmes, sauf au point A, dans ce voisinage VA, donc autour de A. Si vous pensez bien, c'est exactement ce qu'on avait pour les fonctions f1, f2 et f3 qui étaient les mêmes, sauf en a égale à 3. Et le voisinage, c'était simplement r moins 3.
Alors, la conclusion de ce théorème d'identification des limites, eh bien, nous dit que la limite lorsque x tend vers a de f de x, ce sera la même que celle de g de x, et donc ce sera L. Alors, ce théorème confirme l'égalité qu'on avait écrite précédemment pour les fonctions f1, f2 et f3, c'est-à-dire que ces fonctions vérifiaient les deux premières conditions. Disons que, supposons qu'on arrivait à voir visuellement que la fonction f de 1, sa limite en 3, c'était 6. Eh bien, les deux autres, qui étaient égales partout ailleurs sauf en 3, eh bien, auront la même limite en 3. Alors peut-être que de façon plus intéressante encore, ce théorème, eh bien, il justifie une technique de factorisation que vous avez certainement déjà utilisée pour calculer des limites. Et là, je vais vous donner un petit exemple. Alors, on considère la fonction suivante, dont le domaine de définition est R sauf 2, et on se demande quelle est la limite lorsque x tend vers 2 de f de x. Alors, on remarque premièrement que 2 n'est d'une part pas dans le domaine de définition, mais aussi que si on remplace 2 au numérateur, c'est-à-dire là où il y a x cube moins 2x carré, eh bien ça fait aussi 0, qui du coup est une indétermination en 2 de la forme 0 sur 0. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est que pour tout x appartenant au domaine de définition, c'est-à-dire que pour tout x différent de 2, on peut faire la simplification suivante. C'est-à-dire que le numérateur et le dénominateur ont en commun un facteur qui est x moins 2. Étant donné que x n'est pas égal à 2, puisqu'il appartient au domaine de définition qui ne contient pas 2, eh bien, on peut simplement simplifier ce facteur x moins 2 au numérateur et au dénominateur pour arriver à l'expression x carré divisé par 3. Et du coup, je nomme cette expression par la fonction g de x. La fonction f de x et la fonction g de x sont donc égales partout en dehors de 2. Et donc, par le théorème d'identification des limites, la limite lorsque x tend vers 2 de g sera la même que la limite lorsque x tend vers 2 de f. Et alors ici, j'ai dit que la limite lorsque x tend vers 2 de g, eh bien, c'est 4/3, avec une petite note en bas de page qui dit que c'est par continuité qu'on abordera au prochain cours. Mais on pourrait aussi le montrer assez facilement par les propriétés des limites qu'on va voir tout à l'heure. Alors, pour l'instant, nous n'avons parlé que de limites lorsque x tend vers un nombre, a, mais on peut aussi s'intéresser au comportement d'une fonction lorsque x tend vers l'infini, plus ou moins. Alors, ici, vous avez aussi les définitions formelles qui accompagnent ces notions. Lorsque x tend vers l'infini de f de x et que c'est égal à une valeur réelle L, mais aussi lorsque cette limite est égale à plus l'infini. On peut aussi avoir cette même définition formelle lorsque x tend vers moins l'infini, mais je ne l'ai pas écrit là. Je vous laisse peut-être la deviner et je n'insiste pas plus que ça là-dessus. Par contre, je l'illustre par cette fonction f de x égale à 1 sur x moins 3 plus 2. Alors, vous avez d'une part deux limites lorsque x tend vers plus et moins l'infini qui vaut 2. Ce sont ce qu'on appelle des asymptotes horizontales. Et vous avez aussi une asymptote verticale. Là, c'est en 3. Et vous remarquez qu'en 3, eh bien, f n'a pas de limite, car lorsque x tend vers 3 par valeur plus grande que 3, eh bien, ça nous donne plus l'infini, alors que lorsqu'on s'approche par valeur inférieure, ça nous donne moins l'infini. Dans ce cas, il y a une limite à gauche et une limite à droite, mais il n'y a pas de limite lorsque x tend vers 3. Alors le théorème d'identification s'adapte aussi au cas où l'on prend la limite en l'infini, que ce soit x qui tend vers l'infini ou tout simplement si la limite est plus ou moins l'infini. Et là, il faut un peu modifier très légèrement en fait la notion, la condition 2. Et ici, vous voyez que la deuxième condition, c'est que pour tout x appartenant à R suffisamment grand, ce qui pourrait se traduire par au voisinage de l'infini peut-être, eh bien pour tout x suffisamment grand, eh bien f de x égale à g de x. Dans ce cas, eh bien les deux limites sont les mêmes. La limite
de f et la limite de g lorsque x tend vers l'infini. Je n'ai pas mis les plus ou moins ici, mais évidemment que ça s'adapte aux deux cas. Alors encore un exemple qui vous montre que le théorème de multiplication justifie ces calculs que vous avez peut-être déjà fait. Ici, on considère la fonction suivante, dont le domaine de définition c'est r sauf moins 3 et une demi. Pourquoi? Parce que si je remplace x par moins 3 au dénominateur, j'obtiens 0. Et même chose, si je remplace x par une demi au dénominateur, j'obtiens aussi 0. Donc ces deux valeurs sont en dehors du domaine de définition. Alors, ici, je remarque donc que pour tout x strictement plus grand que une demi, et ça tiendra de x suffisamment grand, eh bien, je peux faire le calcul suivant. Donc, f de x est égal à ceci. Et je peux mettre en évidence, en haut et en bas, x carré. Je fais cette simplification, puisque x est différent de 0, puisqu'il est strictement plus grand qu'une demi. Et on obtient cette forme-là, auquel je donne un nom, et ça va être ma nouvelle fonction, g de x. Et donc, je dis que pour tout x strictement plus grand qu'une demi, f de x et g de x sont égales. Eh bien, on peut alors conclure, grâce aux propriétés des limites qu'on va voir juste après, que la limite de x, lorsque x tend vers plus l'infini ici, de f de x, eh bien, ce sera égal à cette expression qui, au fond, est la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de g de x. Alors, reste à savoir pourquoi est-ce que la limite, lorsque g de x est égale à ce que j'ai écrit là. Eh bien, on peut simplement utiliser les propriétés des limites que vous voyez ici. Alors, j'ai fait plusieurs tableaux pour la somme, pour le produit et pour le quotient. En gros, si vous vous donnez deux fonctions f et g dont vous connaissez la limite lorsque x tend vers soit a, soit plus l'infini ou moins l'infini, alors vous avez eh bien, les résultats suivants. Alors, dans ces tableaux, ce que vous voyez, c'est donc le résultat des limites. Donc, par exemple, ici, pour la somme, si la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, moins l'infini ou a, eh bien, c'est L1, et que pour g, c'est L2, eh bien, la limite de la somme, ce sera L1 plus L2. Ou encore, si la limite de f est L1 et la limite de g est plus ou moins l'infini, eh bien, la limite de la somme, ce sera plus ou moins l'infini. Vous remarquez que, par exemple, si la limite de f est plus l'infini et que la limite de g est moins l'infini, eh bien là, on a pour la somme une limite qui est indéterminée, et là, il faut voir au cas par cas. Vous avez le même type de tableau pour la limite du produit. Et enfin, pour le quotient, c'est aussi la même chose, avec deux notes de bas de page. C'est qu'il faut faire attention au signe de g de x au voisinage de a. Et ce que j'entends par là, c'est que si au voisinage de a, par la gauche de a, on est par exemple négatif, et par la droite de a, on est positif, eh bien, on aura une limite qui différera à gauche et à droite. Donc, on n'aura pas de limite à proprement parler. Alors, ici, dans ces différents tableaux, vous avez au fond des règles de calcul que vous connaissez certainement et que vous avez déjà appliquées bien des fois, j'imagine, si vous avez déjà fait des calculs de limites au secondaire. Elles sont résumées là. Alors, pour les cas indéterminés, typiquement dans les limites d'un quotient, par exemple ici 0 sur 0, eh bien on abordera une technique qui permet des fois de lever ces indéterminations. Pour l'instant, on en reste là. Je vous donne peut-être le nom de cette technique, c'est la règle de L'Hopital, que vous connaissez peut-être déjà. Eh bien ça conclut cette dernière vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.